On entame le dossier 2. Donc là, dans l'énoncé, qu'est-ce qu'il fallait retenir? Donc on vous donne des sérologies, donc là, il faut se jeter dessus, surtout celles concernant l'hépatite B. Il faut vraiment bien avoir vos tableaux en tête, hein, et pas se tromper sur les hépatites B anciennes, guéries, les hépatites B actives, les mutations sauvages et compagnie. Bon là, c'était pas le cas, mais il faut quand même bien comprendre et bien retenir ce genre de choses. N'hésitez pas à les marquer à côté sur un crayon, vous dites « Ok, donc celui-là, il a l'HBS positif, ok, HBC négatif, ok. » Et ensuite, on raisonne. Donc ici, à la question 1, on vous demande justement, du fait de ces sérologies, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, ceux qui m'ont mis la césarienne prophylactique en réponse A, bon, ils ont 0 à la question, malheureusement. Et en fait, il s'agira essentiellement de vacciner et de donner du sérum, donc ça s'appelle une sérovaccination, au nouveau-né en ce qui concerne l'hépatite B. L'allaitement n'est pas contre-indiqué, donc effectivement, encore une fois, ceux qui ont mis la réponse E ont 0 à la question. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Parce que la maman, elle a une hépatite B active. Donc là, en fait, il nous faut cette sérothérapie dans les 12 heures, et le vaccin, on peut le faire dans les 48 heures, ça, après la naissance. On le fait en intramusculaire sur 2 sites différents, donc on essaie de prendre les 2 deltoïdes. Et en revanche, ce n'est pas une indication à la césarienne. Ça, je vous l'ai bien remis ça a été bien remis dans les commentaires pour que vous puissiez regarder. Mais finalement, il faut bien retenir. Hépatite B égale séroconversion à la naissance. Hépatite B active chez la maman, sérovaccination du nouveau-né à la naissance, pas de césarienne prophylactique. Question 2. Donc là, en fait, vous allez devoir réaliser l'extraction instrumentale d'une petite fille, bon, qui est assez costaud. Et 15 minutes après l'accouchement, donc là, on a un saignement d'origine intra-utérine de plus de 500 ml. L'utérus reste mou, donc là, il faut commencer à avoir vos diagnostics et votre prise en charge en tête. La maman est stable hémodynamiquement. Donc ça, c'est une notion très 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 importante. Donc on vous demandait quel était le diagnostic. Donc là, il fallait répondre que c'était une hémorragie du postpartum, immédiat, bon, une hémorragie de la délivrance, d'accord, plus communément, et bien sûr, il y a une atonie utérine. Une atonie, c'est quand le tonus n'est pas élevé, n'est pas bien ferme, et quand l'utérus reste mou, il faut toujours avoir ça en tête, parce que la prise en charge n'est pas du tout la même. Question 3. Donc, on vous demandait quel facteur de risque la patiente présentait-elle en ce qui concerne l'hémorragie de la délivrance. Donc là, il fallait répondre à toutes les propositions justes. Donc, en fonction de l'âge, de la grossesse qui est prolongée, de la macrosomie de sa petite fille, hein, parce que 4,2 kg, c'est quand même plutôt pas mal. Les grossesses déclenchées, et puis la voix basse instrumentale. Donc, il y a vraiment beaucoup de facteurs de risque d'hémorragie de la délivrance. On peut en réénumérer quelques-uns, quand même ceux qu'il faut vraiment bien garder en tête. Donc il faut voir ça entre la maman et le bébé. Donc déjà tout ce qui concerne l'utérus, s'il y a eu déjà des césariennes, un utérus cicatriciel, s'il y a eu des choses qui ont été faites, des événements chirurgicaux, tout ce qui a touché l'utérus peut malheureusement être un facteur de risque d'hémorragie de la délivrance. Toutes les complications de la grossesse à type d'hémorragie de type placenta prévia et compagnie donnent également peuvent donner en tout cas des hémorragies de la délivrance. Et tout ce qui retarde l'accouchement, tout ce qui permet justement une stagnation des sécrétions, de tout ça, peut en fait malheureusement nous favoriser une hémorragie de la délivrance. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire en prise en charge immédiate à la question 4? Donc, réponse A, un massage utérin. On vous dit utérus mou égale massage. Utérus mou, massage. C'est assez facile. Donc, la délivrance artificielle, tout de suite, non. On attend. La révision utérine, oui. Oui. L'atosiban, il faut faire attention, on va le voir, pourquoi il ne faut pas le donner ici. Et bien sûr, un examen sous valve, en fait, pour vraiment bien déterminer l'origine du saignement, parce que il faut que ce soit un saignement, du coup, intra-utérin.
Ici, il faut bien sûr appeler, il faut prendre le téléphone et l'aider un ami. Donc, il faut appeler les services compétents, les anesthésistes, les réanimateurs, la sage-femme. On commence à monitorer la maman et ensuite on avisera en fonction. Donc c'est pour ça que le côté hémodynamique est très important. Il faut vraiment distinguer en fait la prise en charge dans les hémorragies de la délivrance qui sera sous deux plans. La prise en charge hémodynamique, de monitoring, de restitution des réserves, et la prise en charge finalement de l'hémorragie. C'est vraiment deux choses qu'il faut vraiment bien garder en tête pour pas oublier malheureusement des détails ou des choses qui pourraient vous faire défaut ensuite pendant votre pratique. Donc ici, on s'assure dans un premier temps que l'utérus va être vide. Donc la vacuité utérine, c'est le plus important. Donc là, on fait la délivrance artificielle si elle n'a pas eu lieu, donc sinon, révision utérine. Donc ensuite, bien sûr, on révise la filière génitale à la recherche d'une plaie cervicale ou vaginale, qui du coup nous ferait discuter notre diagnostic. Et ensuite, on va perfuser de l'ocytocine par voie intraveineuse. À la question 5. Donc vous réalisez la révision utérine. Alors, comment ça se passe? Donc, un peu de pratique. La révision utérine, donc c'est sous couverture antibiotique. Hein, on fait un flash d'antibio. C'est pas sous échographie. Finalement, il y a peu de choses sous échographie, hein, vous avez remarqué. C'est bien sûr pas sous anesthésie générale. Et on fait vraiment très très attention parce que c'est quand même un geste où on rentre quand même un corps étranger dans la maman. Donc on est sous asepsie stricte. On fait très attention. Et comment on va faire? Donc on va insérer une main par le vagin dans la maman et on va garder une main sur le ventre et on essaye par des mouvements de ramener tout ce qu'il y a à prendre. Question 6. Donc malheureusement, le saignement persiste. Donc là, on commence à être à 20 minutes du début de l'hémorragie. On a déjà mis de l'ocytocine. Là, on commence à évaluer les pertes à plutôt 1 litre 100. La tension, bon, il faut vraiment bien la regarder. Et elle reste quand même assez stable. Donc là, ce qu'on va mettre, c'est la réponse B, d'accord? Donc on va continuer en fait à faire notre prise en charge, on va continuer comme on était en train de la faire. Et malheureusement, on ne met pas toutes les autres réponses, donc elles sont toutes mises en 0 à la question. Donc on va pas encore faire la ligature des artères, ni l'hystérectomie d'hémostase, ni l'embolisation. Alors pourquoi? Donc question 7, on opte pour du coup la sulprostone. Alors, 30 minutes après, on n'est toujours pas contrôlé. Alors, là du coup, bon, c'est vraiment étape par étape. Hein. Là, on révise bien la prise en charge de l'hémorragie de la délivrance. Donc, les modalités vont devenir la ligature donc, des artères utérines, l'hystérectomie d'hémostase si on en a besoin, et l'applicature myométriale, donc les réponses C, D, E. Pourquoi? Parce que là, qu'est-ce qui a changé par rapport à tout à l'heure? C'est que on regardait bien les constantes, on avait monitoré notre patiente. Au début, elle était bien sûr hémodynamiquement stable, comme je vous disais. Ensuite, elle était toujours stable, donc on a injecté notre sulprostone. Mais là, on voit bien dans l'énoncé qu'on nous dit qu'elle est en choc hémorragique. Donc là, il faut commencer à aller un peu plus vite et à prendre des mesures qui sont un peu plus radicales. Question 8. Donc là, vous l'avez stabilisé. On est assez rassuré. Et après 5 jours de réa, donc elle présente la fièvre, les douleurs, des pertes nauséabondes. Bon, vous palpez le ventre. Et là, vous avez notre utérus qui est mou. Donc utérus mou, décidément, on n'est pas content. Il est gros et il est douloureux. Alors là, vous suspectez... Ça, c'est vraiment classico-classique. Il faut vraiment avoir ces deux diagnostics en tête. Donc là, ça va être l'endométrite aiguë, en premier lieu, et la phlébite. D'accord, la phlébite d'une veine ovarienne. C'est déjà tombé dans des concours blancs, c'est assez connu, donc il faut vraiment le savoir. Les deux diagnostics, donc, on les rappelle, c'est endométrite aiguë et phlébite. Donc plutôt thrombose de veine ovarienne, souvent droite. Bon. Gardez bien ça en tête. À la question 9,
Donc, quelle réponse il fallait proposer? Donc là, on devait mettre la réponse A, la B, la C bien sûr, et la E. Alors, pourquoi? Donc ici, on parle des causes finalement d'hémorragie du premier trimestre. Donc là, pardon, on décline le cours. Le placenta prévias à partir du deuxième, et c'est plutôt troisième. Donc ici, il faut rester assez... comme tout à l'heure, bon, il faut connaître son cours, il ne faut pas chercher non plus à droite, à gauche. Question 10. Donc, dans l'hypothèse de la GU, comment seront les métrorragies? Encore une fois, là, c'est vraiment de la sémiologie simple, que vous allez vraiment poser ces questions aux urgences, gynéco, quand vous y serez. Et même ensuite, quand on vous demandera des avis, voilà, il faut savoir poser les bonnes questions. Donc là, il fallait répondre question B, elles vont être peu abondantes, et réponse D, elles vont être sépia. Question 11. Donc, on a bien vu que les métrorragies, elles devaient être classiquement peu abondantes et noires, d'accord, noir sépia. Alors, les facteurs de risque. Donc ça, c'est vraiment du par cœur aussi, pareil. C'est vraiment... Donc là, on est vraiment dans des dossiers qui vous font travailler finalement donc, les apprentissages de cours, la sémio, et les signes consensuels et adaptés que vous allez rechercher, que vous allez vraiment poser ces questions aux patientes. Hein. Donc là, vous recherchez un antécédent de grossesse extra-utérine, ça ne faut vraiment pas l'oublier. On aurait pu mettre vraiment des zéros à toutes les propositions qui étaient bonnes. Donc l'antécédent de grossesse extra-utérine, c'est ultra important. Une femme qui a déjà fait une GEU, elle va refaire une GEU. Bon. L'antécédent de salpingite, d'accord. Le tabac et l'âge, assez classique. Les œstropogestatifs, non, parce qu'ils empêchent l'ovulation, donc on va pas pouvoir avoir de GEU. Question 12. Donc ici, on a une image d'échographie par voie endovaginale. Comment vous pouvez voir que c'est par voie endovaginale? C'est assez facile. Vous regardez ici, en fait, on utilise des sondes qui sont dites microconvexes. C'est vraiment celles qui sont longues, avec une petite tête de champignon dessus, qui nous permettent en fait de voir vraiment d'élargir très très largement notre champ de vision, étant donné qu'on est dans des espaces où on n'a pas besoin d'avoir une profondeur extraordinaire. Alors que si on était en suspubien, notre sonde serait convexe, curviligne, elle serait beaucoup plus évasée comme ça, beaucoup plus épatée, et la profondeur sera beaucoup plus grande, mais on sera un peu plus réduit dans notre champ de vision. Donc là, ici, on reste simple. Hein. Il n'y a pas de microsémiologie radiologique. On a notre utérus, myomètre, notre endomètre, et là, un énorme sac. D'accord, on voit même le fœtus à l'intérieur. Donc là, bon, il ne faut pas tergiverser, hein, on n'est pas là c'est pas une conférence de radio. Donc, vous avez la réponse B, échographie par voie endovaginale, ça il faut le savoir, hein, c'est assez classique. Et on a le sac gestationnel qui est extra-utérin. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h. On a toutes les réponses là-dessus et on ne vous demande pas du tout de chercher la petite bête. Bon, il faut rester assez simple. Et je pense que vous pouvez retenir cette image parce que c'est assez flagrant. Question 13. Donc, votre diagnostic est confirmé. C'est une GU droite. Donc là, vous avez en plus le rythme cardiaque à l'échographie Doppler. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Alors là, c'est pareil, c'est vraiment les grands objectifs de traitement. Donc, il ne fallait pas, en tout cas, répondre la réponse A, donc le traitement par méthotrexate. Donc là, il fallait plutôt partir sur le traitement SHIR. Traitement SHIR, on va voir pourquoi. Les immunoglobulines anti-D, les antalgiques bien sûr, et le consentement. Bon, alors, les deux dernières propositions, c'est vraiment du sens commun. Hein. Il faut toujours les mettre, il faut toujours les connaître. Donc là, en plus, pourquoi c'est très important? C'est parce qu'il va falloir expliquer à la patiente ce qui lui arrive et pourquoi elle doit bien comprendre la pathologie pour pouvoir faire le suivi, qui est tout aussi important que le traitement. Donc là, pourquoi on ne peut pas faire le traitement médical? Pourquoi? Parce que la patiente, elle est très symptomatique, alors que après il faut revoir vos critères, hein, qui sont assez nombreux, mais là,
dès qu'une patiente est symptomatique, finalement, il n'y aura pas le traitement médical. Il y a l'activité cardiaque à l'écho et les HCG sont supérieurs à 10 000. Question 14. Le traitement, ça va être la sympagotomie donc sous célio. Et dans la surveillance post-op, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire des HCG à 48 heures. En réponse A, un hémogramme, donc réponse B, l'écho pelvienne à J8, et la réponse E, donc des HCG une fois par semaine jusqu'à la négativation, d'où l'information, l'éducation de la patiente qui doit faire en fait ce traitement avec nous, et si vous la perdez de vue, vous êtes embêté, vous êtes vraiment très embêté, donc il faut vraiment qu'elle soit compréhensive, observante et aidante dans le traitement. Question 15, et on terminera ce dossier. Donc là, on a été très bon, hein, on a réglé la question. Et la patiente donc, nous demande une contraception. Donc là, il va falloir absolument que vous preniez ce cours et que vous vous penchiez dessus pendant un certain temps, parce que bon, c'est déjà tombé à l'ECN, donc ça peut retomber, même ça va retomber. Et donc, il y a beaucoup de notions, c'est un cours qui est très dense, qui est un peu long, c'est un peu rébarbatif, mais il faut vraiment en fait se prendre des grosses cases, comme celle-ci. Donc là, qu'est-ce qu'on vous demandait? Chez cette patiente qui a fait une GEU contraception, surtout pas, les microprogestatifs. S'il y a vraiment une chose à retenir, c'est celle-là. On aurait pu vous mettre 0 à la question, parce qu'en fait, les microprogestatifs vont diminuer la motilité tubaire, donc en fait, ça va au contraire favoriser les GEU. Donc l'aide au sevrage tabagique, bien sûr, les IST et le dépistage, très bien, la pilule œstroprogestative pour empêcher l'ovulation, et sinon la contraception mécanique.